Tonight we begin with Richard Pryor, who died this afternoon of a heart attack at his home in California. Ces spectacles sans tabou révolutionnent l'humour aux États-Unis. Tous les coups sont permis. Il avait cette folie, cette honnêteté, toujours au bon moment. Il parlait de drogue, de crise cardiaque, de violence policière, la vie réelle. Il a montré la voie à tous les humoristes noirs qui ont suivi. Hors écran, Richard Pryor a un appétit monstrueux pour l'alcool, la drogue et le sexe. La drogue avait une place de choix dans sa vie. À la fin de sa vie, une maladie le paralyse et réduit ses capacités d'élocution. Il a l'impression que son organisme lui fait payer pour ce qu'il lui a fait subir. Le 10 décembre 2005, Richard Pryor décède d'un arrêt cardiaque. Pour beaucoup, son mode de vie a fini par le rattraper. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'on n'a qu'un seul corps et qu'il vaut mieux en prendre soin. Il faut bien mourir de quelque chose, mais le plus tard possible. Le médecin légiste Michael Hunter réenquête sur la mort de Richard Pryor. Richard Pryor semble s'être livré à tellement d'excès qui auraient pu causer sa mort qu'il sera difficile de découvrir la cause exacte de cet arrêt cardiaque fatal. Je vais devoir analyser toutes les données médicales et les témoignages de première main afin de pouvoir remonter aux origines de la mort de cet humoriste. Le docteur Michael Hunter est un médecin légiste de renommée mondiale qui a des milliers d'autopsies à son actif. Il enquête quotidiennement sur les morts suspectes en collaboration étroite avec la police et d'autres médecins légistes. Il exerce son métier depuis près de 20 ans dans une des plus grandes villes des États-Unis. Voici l'acte de décès de Richard Pryor. On y dit qu'il est mort à 65 ans d'un arrêt cardiaque. Je m'interroge sur ce qui a amené cet arrêt cardiaque. Cet enfant terrible de Hollywood avait tout un tas de graves problèmes de santé qui auraient pu contribuer à son décès. Donc il ne sera pas facile de déterminer les circonstances précises de sa mort. Décembre 2004, Encino, Californie, un an avant la mort de Richard Pryor. Ce dernier n'est quasiment pas apparu en public depuis des années. Il a besoin d'une assistance médicale permanente et de la bienveillance de sa femme Jennifer. Ils se sont récemment remariés 22 ans après leur divorce. Jennifer a tenu bon et s'est occupée de Richard. Sa tête ne tenait même plus en place. Il ne pouvait plus déglutir ni aller aux toilettes tout seul. J'avais de la peine en voyant un homme comme Richard Pryor dans cet état. En 1986, on lui diagnostique une sclérose en plaques progressive primaire, une des formes les plus rares et les plus agressives de la maladie. Son système immunitaire attaque les cellules nerveuses du cerveau et de la moelle épinière. Il est paralysé et souffre de difficultés d'élocution. Les causes de la sclérose en plaques sont inconnues et il n'existe aucun traitement curatif. En revanche, on sait qu'elle n'affecte pas la partie du système nerveux qui contrôle les organes vitaux, comme le cœur. Donc, je suis certain qu'elle n'est pas la cause directe de l'arrêt cardiaque de Richard Pryor. Né le 1er décembre 1940 à Peoria dans l'Illinois, Richard a une enfance hors norme. Sa mère était prostituée. Son père était proxénète dans le bordel de sa grand-mère. Toute la famille travaille dans la maison close de la grand-mère.
Sa grand-mère tient une place centrale dans sa vie. C'est un roc, mais un roc acéré. Elle est capricieuse, très irritable. Richard grandit dans un monde de violence, de sexe et d'argent. C'est très déroutant pour un enfant. Richard se réfugie dans les films. Dans les années 50, un événement va contribuer à lui faire découvrir sa vocation de comique. Son père l'emmène voir un des premiers films de Jerry Lewis. Richard est marqué par les fous rires de son père. Richard réalise que l'humour pourrait être sa planche de salut. À 23 ans, il quitte Peoria et part pour New York, déterminé à faire carrière. J'ai tout de suite remarqué chez lui un talent incroyable. Il avait un don pour raconter des histoires. Je savais que cela laissait présager une brillante carrière. Son agent lui offre la chance de sa vie avec une première apparition télévisée. I'm from an average type family, 11 kids. No mother and father, just kids. Son succès a commencé peu à peu à le faire connaître. À 27 ans, Richard Pryor est à deux doigts d'être diffusé en première partie de soirée. Mais le monde strict de la télévision cherche à édulcorer son style. Ses émissions grand public lui imposent des limites, et ça le rend dingue. Il a l'impression de trahir son identité pour se vendre à une audience blanche. Et ça le chagrine beaucoup. Il décide d'assumer son identité noire et adopte une approche plus crue du spectacle solo. Le public est en délire. Il a annoncé la couleur. Je vais dire la vérité. Ne comptez pas sur moi pour faire du lèche-botte au grand public. S'ils accrochent, tant mieux. Sinon, ils peuvent aller se faire foutre. Son audace le propulse à Hollywood. Il est à l'affiche de films à succès. Faut se faire la malle, Comment claquer $1 million par jour, Superman 3. Au début des années 80, on savait que si Richard était à l'affiche, le film allait marcher, qu'il soit bon ou mauvais. Alors que sa carrière décolle, hors écran, il se forge une réputation d'enfant terrible d'Hollywood, célèbre pour son alcoolisme et autres excès. Si je m'intéresse à sa vie, je vois qu'il a commencé à boire vers l'âge de 20 ans. L'alcool est une drogue toxique. Sa consommation excessive peut causer un certain nombre de problèmes de santé qui peuvent déboucher, à terme, sur un arrêt cardiaque. Donc, je dois découvrir quelle place prenait l'alcool dans la vie de Richard Pryor. Dès le début, la boisson va de pair avec son art. C'était les années 60. Partout où il allait, il buvait. Ça faisait partie de son processus créatif. Au début, personne n'y voit d'inconvénient. Quand j'y pense, je crois que je me doutais un peu qu'il buvait. Je le revois avec un verre dans la main. En revanche, je ne le voyais pas comme un alcoolique. Mais à mesure que sa carrière décolle, sa consommation d'alcool aussi. 1973, Beverly Hills, Californie. Richard Pryor est devenu l'humoriste noir le plus populaire des États-Unis et il mène la grande vie à Hollywood. Il sort depuis peu avec l'aspirante actrice Kathy McKee. Il arrivait souvent à Richard de boire du cognac au sortir du lit. Il buvait de l'alcool à longueur de journée. Ça faisait partie du personnage. Au début de la trentaine, il présentait tous les symptômes de l'alcoolisme. L'alcoolisme est une maladie qui peut être déclenchée par un mélange complexe de facteurs psychologiques et génétiques. Dans le cas de Richard Pryor, son alcoolisme vient-il de son passé?
1949, Peoria, Illinois. À 8 ans, Richard voit régulièrement son proxénète de père battre sa mère, prostituée. Il y avait certainement beaucoup de violence entre la mère et le père. La mère ne se laissait pas faire. La violence venait parfois d'elle. Mais la plupart du temps, c'était son boxeur de père qui la mettait KO sous les yeux de Richard. Elle noie son désespoir dans l'alcool. Le jeune Richard voyait sa mère enchaîner les verres et les clients. Ces images ont eu un impact profond et durable sur lui. Si un enfant voit ses parents se tourner vers la boisson pour résoudre leurs problèmes et que personne n'est là pour le détourner de cette vision des choses, une fois grand, il ne cherchera pas à surmonter les difficultés qu'il rencontrera. Au lieu de faire face à son anxiété sociale, il choisira la solution qu'on lui a toujours montrée. Les statistiques montrent qu'un enfant dont les parents sont alcooliques a 4 fois plus de chances de le devenir à son tour. C'est pourquoi cela ne me surprend pas de constater que Richard a été alcoolique dès la vingtaine. Est-il possible qu'il soit mort de sa consommation effrénée d'alcool ? Pour l'instant, je sais que Richard Pryor était alcoolique, qu'il avait des antécédents familiaux d'alcoolisme. Outre ses effets sur le corps humain, l'alcoolisme peut avoir des effets dévastateurs sur le comportement. Et si j'en crois le témoignage de ses proches, c'est ce qui est arrivé à Richard. Pendant toutes les années 70, Richard Pryor est sous l'emprise de l'alcool, qui révèle son côté sombre. Parfois, quand il se saoulait, il se mettait à menacer les gens avec son pistolet. C'était surprenant de le voir soudain révéler le monstre qui sommeillait en lui. Il tirait sur des voitures. Un jour, il s'est énervé et a criblé de balles sa propre Mercedes-Benz. Il était comme ça. Lui qui avait tendance à être d'humeur sombre et replié sur lui-même, la boisson ne faisait que renforcer ses défauts. La question des humoristes et de leurs démons fait couler beaucoup d'encre. À l'écran, ils sont drôles, ils font du bruit. Mais quand le spectacle est terminé, ils ressentent comme un grand vide. Parfois, tout ce qu'il leur reste, c'est le chagrin qu'ils essayent tant bien que mal d'oublier. J'ai de très bonnes raisons de penser que dans ces moments-là, Richard Pryor ressassait les malheurs de son passé. Son passé sombre le hantera toute sa vie. Et il ne cessera jamais de le noyer dans l'alcool. Même l'annonce de sa sclérose en plaques ne l'a pas empêché de continuer à boire. On n'a qu'un seul corps. Il faut bien mourir de quelque chose, mais le plus tard possible. La consommation excessive d'alcool peut affecter le bon fonctionnement du foie. Et sans greffe, la mort par arrêt cardiaque est presque inévitable. L'alcool a-t-il détruit son foie et provoqué l'arrêt cardiaque qui lui a coûté la vie? Si c'était le cas, il aurait contracté la jaunisse, une affection caractérisée par la couleur jaune que prennent les yeux et la peau. Or, sur cette photo prise quelques mois avant sa mort, Richard n'en est manifestement pas atteint. Son foie semble donc bien fonctionner. L'alcool a mis son organisme à très rude épreuve, cela ne fait aucun doute. En revanche, je ne pense pas qu'il ait été le facteur décisif de sa mort. Il consommait d'autres drogues, dont les effets sur le cœur peuvent être catastrophiques. « 1970, Beverly Hills, Californie. 35 ans avant sa mort, Richard Pryor s'installe à Los Angeles, paradis de la cocaïne.
Tout le monde en prenait. Richard se laisse tenter. J'ai toujours vu Richard consommer de la cocaïne. Ça faisait partie de sa personnalité. Si j'aimais sniffer de la cocaïne avec Richard, on le faisait parce que ça nous amusait. On adorait ça. Se défoncer à la coke, boire du champagne, faire la fête, aller en discothèque. Je ne toucherai plus jamais à cette drogue. Mais on s'est bien amusé. La cocaïne finit bientôt par accompagner Richard au quotidien. À peine réveillé, avant même d'aller aux toilettes, vous prenez votre dose de cocaïne. Vous allez vous servir un verre d'alcool. Si ça devient un rituel permanent, c'est que vous êtes toxicomane. Richard se droguait à longueur de journée. « 1975, New York. La cocaïne n'entrave pas la carrière de Richard Pryor. Au contraire, elle devient un atout. La chaîne NBC lui propose de présenter un épisode de l'émission Saturday Night Live. C'était la première saison de l'émission. Et Richard devait la présenter. C'était du direct. La pression du direct ne l'empêche pas de se faire plaisir. En coulisses, il ne lésine pas sur l'alcool et la cocaïne. La chaîne est terrifiée à l'idée que sous l'emprise de la drogue, la vedette sombre dans l'obscénité devant des millions de téléspectateurs. Finalement, Richard surveille son langage. Son sketch avec Chevy Chase est considéré comme le plus grand moment de télévision de tous les temps. Grâce à cette performance, sa carrière atteint un nouveau sommet, le grand écran. Il devient une vedette d'Hollywood. La plupart des toxicomanes finissent par vouloir arrêter la drogue, car leur addiction a un impact très négatif sur leur vie, leurs relations, leur travail. Mais chez Richard Pryor, ça n'est pas le cas. Il ne se heurte pas aux limites de la drogue. Richard Pryor était peut-être persuadé que la cocaïne était la clé de son succès, mais il ne fait aucun doute que son corps en payait le prix fort. On décrit souvent la cocaïne comme la drogue parfaite pour avoir une crise cardiaque, en raison de ses effets dévastateurs sur le système cardiovasculaire. Il est évident que cette drogue était omniprésente dans sa vie. Mais quel rôle a-t-elle joué dans sa mort ? Il dépensait facilement des milliers de dollars en cocaïne. Il se tuait à petit feu et il s'en fichait complètement. Au sommet de sa carrière, Richard Pryor consommait à la fois de très grandes quantités d'alcool et de cocaïne. En mélangeant ces deux substances, son organisme en a synthétisé une troisième, la cocaéthylène, dont les effets sont les mêmes que ceux de la cocaïne, mais qui durent bien plus longtemps. Cela n'a fait qu'augmenter les dégâts que la cocaïne apportait déjà au système cardiovasculaire de Richard Pryor. « 1977, Beverly Hills, Californie. À 37 ans, Richard a fait fortune grâce à ses films. Il dépense 250 000 $ par an en cocaïne. Sa cam personnelle. Sur les plateaux de tournage, j'en ai vu par kilo dans des gros emballages carrés. Quelquefois, il y en avait 2. La drogue était en train de le tuer à petit feu. Et il s'en fichait. Complètement. À mesure que la carrière de Richard Pryor décolle, sa consommation d'alcool et de cocaïne aussi. 30 ans avant sa mort, ses excès ont bien failli lui coûter la vie.
9 novembre 1977, Peoria, Illinois. Richard Pryor est de retour dans sa ville natale pour fêter les 78 ans de sa grand-mère. Il retrouve son quartier et la maison close de son enfance est à 2 pas. Il finit dans le lit d'une prostituée. Il retombe dans le monde duquel il est issu. Un monde de prostitution, d'alcool et de drogue. Et ça lui plaît, il veut s'amuser. Cette fois, le réveil va être rude. Richard a ingéré tellement de cocaïne que l'adrénaline a fini par augmenter sa température corporelle. Son rythme cardiaque s'envole. Pire, la drogue contracte ses vaisseaux sanguins, ce qui augmente la tension artérielle. Le sang afflue vers la zone critique. En difficulté, son cœur est pris de spasmes et commence à battre de façon irrégulière. Il a désespérément besoin d'oxygène. Il s'arrête de battre, puis recommence. C'est une crise cardiaque. « 10 novembre 1977, hôpital de Peoria. Richard, can you hear me? Richard est admis au service des urgences. Les médecins craignent des lésions cérébrales. Cette fois-ci, il s'en tire bien. À 37 ans, il a survécu à sa première crise cardiaque. Et son cerveau semble n'avoir aucune séquelle. Mais l'arrêt cardiaque qu'il a emporté à l'âge de 65 ans a-t-il été provoqué par un excès de cocaïne? À la fin de sa vie, Richard Pryor était quasiment paralysé par la sclérose en plaques. Il pouvait à peine parler. La maladie l'empêchait de prendre de la drogue. Donc, je peux écarter l'hypothèse d'une crise cardiaque due à la cocaïne. De toute façon, ses addictions lui auraient fortement affaibli le cœur avec le temps. Son dossier médical m'indique que sa consommation de drogue ne baisse pas après sa première crise cardiaque. Au contraire, elle augmente. « 1979, Beverly Hills, Californie. L'humoriste s'est initié au freebase, une façon nouvelle et bien plus dangereuse de consommer sa drogue favorite. Le freebase est une forme dérivée de la cocaïne. Cette drogue ne se sniffe pas, mais se fume. La drogue en elle-même n'est pas plus puissante, mais ses effets sont plus intenses. En revanche, une fois passée l'euphorie, le consommateur peut être pris d'anxiété, de paranoïa et d'hallucinations. 9 juin 1981, Beverly Hills, Californie. Voici 5 jours que Richard fume du freebase sans interruption et sans dormir, tout en buvant du rhum à 75 degrés qu'il utilise également pour allumer sa pipe. Il avait une torche et il l'a trempée dans la bouteille de rhum. J'étais là. Je l'ai mis en garde en lui disant que le rhum, c'était fait pour être bu. C'est dire à quel point il était complètement fou. Il souffrait de psychose toxique. Il fumait tellement de cocaïne que son cerveau souffrait d'un déséquilibre chimique qui le rendait incapable de prendre des décisions rationnelles. Sa santé mentale inquiète de plus en plus son ami Rachon, qui accepte de passer du temps avec lui. Richard et moi regardions une émission spéciale sur le Vietnam. On y voyait un moine s'immolé par le feu. J'ai dit à Richard, « Tu as vu comme cet homme est dévoué à sa cause? Il reste assis là alors qu'il est en feu. » Richard m'a répondu, « Il n'a même pas bronché en se mettant le feu. »
Il traverse une espèce d'épisode psychotique. À la télévision, il voit un moine vietnamien s'immolé par le feu. Alors il veut montrer à Dieu que lui aussi, il peut s'infliger ce supplice. Il se vide du rhum à très haute teneur en alcool sur la tête, sur le corps, et il allume un briquet. J'ai entendu un cri. Et une boule de feu est passée devant moi. Richard Pryor, the comedian and writer, was badly burned in an accident at his home in California last night. Il a vu la mort de très près. Il a tellement souffert. Authorities say Richard Pryor either walked or ran nearly a mile and a half from his house to this location where an ambulance rescued him. Sa peau était complètement brûlée. Richard Pryor a subi des brûlures graves sur 50% de son corps. Les brûlures ne détruisent pas simplement la peau. Elles peuvent avoir de graves conséquences sur le cœur. Alors j'aimerais savoir si ces terribles blessures ont contribué à son arrêt cardiaque. Le 10 décembre 2005, le légendaire humoriste Richard Pryor décède d'un arrêt cardiaque à l'âge de 65 ans. Le docteur Michael Hunter, médecin légiste, cherche à savoir si les brûlures qu'il a subies en tentant de s'immoler par le feu ont contribué à sa mort. En s'infligeant ce supplice, il a subi des brûlures au 3e degré sur 50% du corps. Des brûlures d'une telle gravité mettent à rude épreuve tous les organes, en particulier le cœur. Cela peut se traduire par un arrêt cardiaque, même après des années. Ces brûlures ont-elles causé l'arrêt cardiaque qu'il a emporté plus de 20 ans plus tard? Juillet 1980, service des brûlés de l'hôpital de Sherman Oaks, Los Angeles. Richard reçoit la visite de Jennifer Lee, avec qui il a une relation instable. 6 semaines après son accident, il est toujours hospitalisé. La thérapie lui faisait souffrir le martyre. Des bains très douloureux, des lavages, des greffes de la peau et la chirurgie plastique. Les cicatrices resteront à vie, mais le cœur ne semble pas présenter de séquelles à long terme. Si ces brûlures avaient entraîné un arrêt cardiaque, celui-ci se serait produit moins de 2 ans après l'accident. Les médecins lui donnaient moins de 50% de chances de survivre à ses blessures. Mais finalement, il est sorti de l'hôpital au bout de 6 semaines. Je peux donc écarter l'hypothèse des brûlures. Richard est forcé d'arrêter la drogue. 1 an plus tard, il fait son retour sur scène et tourne en dérision sa pulsion suicidaire. Il semble indestructible. C'était tellement stupide qu'il ne pouvait qu'en rire. Richard savait plaisanter sur ces choses-là pour mieux les supporter. Il affirmait s'être repris en main, mais mon expérience me dit qu'il est peu probable que des dizaines d'années d'abus de drogue n'aient pas affecté son corps. Je n'y crois pas. Et sur l'acte de décès, le docteur Hunter a trouvé une pathologie diagnostiquée juste avant sa mort. Décembre 2004, Encino, Californie. 1 an avant sa mort, Richard est entièrement paralysé et éprouve des difficultés à parler à cause de la sclérose en plaques. À cette époque, on lui a diagnostiqué une insuffisance rénale. Les reins ont un rôle vital dans le système cardiovasculaire. Outre la filtration des déchets du corps humain, les reins régulent la quantité d'eau et de sel afin de maîtriser la tension artérielle. S'ils sont endommagés, le cœur peut subir une tension excessive.
L'hypertension est une des principales causes d'insuffisance rénale. Richard a pu être rattrapé par ses excès en tout genre. En décembre 2004, sa femme Jennifer fait installer un dialyseur à leur domicile. Afin d'éliminer les toxines de son corps, Richard devra être relié à la machine 4 heures par jour, 3 fois par semaine. Le dialyseur pompe le sang de Richard Pryor afin de le purifier des déchets métaboliques toxiques. Ensuite, il le réintègre dans le corps. Même avec une dialyse, la crise cardiaque est la première cause de décès chez les personnes atteintes d'insuffisance rénale. Cette pathologie a donc probablement contribué à la mort de Richard. Mais l'affaire n'est pas encore totalement résolue. 10 décembre 2005, 6h30, Encino, Californie. L'infirmier à domicile de Richard Pryor se rend compte que quelque chose ne va pas. Il appelle les secours, mais dans la panique, il raccroche le combiné. C'est un arrêt cardiaque. Le cœur est instable et présente une arythmie. Le sang n'atteint pas les organes vitaux tels que le cerveau. Alors si la crise ne s'arrête pas, le cerveau risque de cesser de fonctionner, entraînant la mort du patient. 6h33, Jennifer reçoit un appel de l'infirmier. Elle sort en toute hâte et rappelle les secours. L'équipe médicale lui donne des instructions pour le réanimer. Lorsqu'une personne fait un arrêt cardiaque, il faut rétablir le débit cardiaque en exerçant des compressions thoraciques. Ces compressions font artificiellement circuler le sang en direction des organes vitaux, notamment le cerveau. 6h50, les secours arrivent. Ils conduisent Richard au centre hospitalier d'Encino. C'est une course contre la montre. Si le cœur n'est pas vite relancé, le cerveau va être privé d'oxygène et finir par mourir. Richard Pryor reçoit une injection d'adrénaline. Cela permet de concentrer le sang autour du cerveau et du cœur en contractant les artères. L'adrénaline stimule également le muscle cardiaque afin d'augmenter ses chances de retrouver un rythme normal. Les médecins tentent de relancer le cœur à l'aide d'un défibrillateur. Un défibrillateur permet d'envoyer des chocs électriques dans le corps afin de faire revenir le cœur à un rythme normal. Mais ils échouent. Privés d'oxygène, les organes s'arrêtent l'un après l'autre et le cerveau cesse de fonctionner. Le 10 décembre 2005 à 7h58, les médecins annoncent le décès de Richard Pryor. La perte de cette icône de l'humour bouleverse le pays. L'émotion est évidente et à Hollywood, des fleurs sont déposées sur son étoile du Walk of Fame. J'étais calme, car je savais que c'était inévitable. J'ai appris la nouvelle par une connaissance de New York. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il a encore fait? Il est mort. Tu rigoles. Ça m'a beaucoup attristé. Je pensais à ce qu'il représentait, mais il fallait s'y attendre. Après un long combat contre la sclérose en plaques, Richard Pryor est mort d'un arrêt cardiaque. Mais il semblerait que l'abus d'alcool et de drogue ne soit pas la seule cause de son décès. En cherchant dans son passé, j'ai découvert un autre facteur potentiel.
Tout le monde le croyait séropositif. On pensait qu'il allait mourir du sida à cause de la drogue et de sa vie sexuelle. Ça paraissait tellement logique. Dans les années 80, la rumeur prétendait que Richard Pryor aurait contracté le VIH. 20% des personnes séropositives décèdent d'une crise cardiaque ou d'un arrêt cardiaque, souvent de nombreuses années après leur contamination. Alors cette maladie mortelle a-t-elle pu être à l'origine de l'arrêt cardiaque qui a emporté l'humoriste? 1985, Los Angeles. C'est la panique à Hollywood. La légende du cinéma Rock Hudson a succombé à une nouvelle épidémie qui décime la communauté homosexuelle. Une photo sur laquelle Richard Pryor apparaît très amaigri déclenche la rumeur. Étant donné sa vie sexuelle et toutes les choses folles et bizarres qu'il a faites dans sa vie, il aurait très bien pu avoir le sida. Il avait la peau sur les os. Vraiment. Ça paraissait logique. Il transgressait ouvertement de nombreux tabous. C'était un esprit affranchi. Il testait les limites de la sexualité. Il a eu des expériences sexuelles avec des hommes. On meurt du VIH car la maladie et le traitement qui agit contre elle peuvent boucher les artères coronaires et causer une coronaropathie. À terme, un arrêt cardiaque. Lors d'une interview de 1986, Richard Pryor dément avoir le sida. Je pense qu'il disait la vérité. Il n'est fait mention de sida nulle part dans l'acte de décès. Pour moi, il ne fait aucun doute que sa perte de poids était liée à la sclérose en plaques qui affaiblissait ses muscles. Son acte de décès indique qu'il souffrait de coronaropathie. C'est extrêmement significatif. Cette maladie est la première cause de décès aux États-Unis et la principale cause d'arrêt cardiaque. Je veux savoir ce qui est à l'origine de sa coronaropathie. D'après le témoignage de ses proches, hormis l'alcool et la drogue, Richard Pryor était un grand fumeur de tabac. Richard fumait environ 3 paquets par jour. Je suis certaine que sa santé en a pâti. Il fumait comme un pompier. La sclérose en plaques l'a empêché de poursuivre la plupart de ses addictions. Mais il continue à fumer 3 paquets de cigarettes par jour. Le tabac est une des premières causes de coronaropathie. Les produits chimiques des cigarettes peuvent endommager la paroi interne des artères coronaires, ce qui favorise l'accumulation de plaques qui finissent par les boucher. Il semblerait que Richard ait été un fumeur invétéré pendant près de 40 ans. Alors le risque de contracter cette maladie était très élevé. Mais le Dr Hunter a trouvé un facteur supplémentaire qui a pu contribuer à cette maladie et qui n'a rien à voir avec le passé hédoniste de Richard. La coronaropathie est favorisée par un autre facteur fréquent, les antécédents familiaux. Son père Leroy Buck Carter Pryor est mort d'un arrêt cardiaque à 53 ans. Son acte de décès indique insuffisance coronarienne. Même sans tous ces excès, il aurait très probablement fini de cette façon, sans aucun doute. Environ 14 ans avant sa mort, sa coronaropathie s'était tellement aggravée qu'il avait besoin d'un pontage coronarien. Mais ça ne soigne pas la maladie. Avec le tabac, ses artères coronaires se sont obstruées à nouveau. Le 10 décembre 2005, le cœur de Richard Pryor s'est arrêté de battre. Son épouse tente de le réanimer. Les médecins urgentistes essaient de relancer son cœur, mais leurs efforts sont vains. Il n'y a plus rien à faire. À bien des égards, la mort de Richard Pryor n'a rien d'atypique.
Aux États-Unis, la coronaropathie tue jusqu'à 360 000 personnes par an. En revanche, ce qui est atypique, ce sont les épreuves que l'humoriste a fait subir à son cœur avant sa mort. 65 ans, c'est jeune. Mais je suis surpris qu'il ait vécu si longtemps. Cet homme puisait dans l'esprit de la contre-culture, du mouvement Black Power, de la lutte pour les droits des Noirs. Il a su en faire de l'humour. Richard a complètement métamorphosé l'ADN culturel des États-Unis. C'était une personne extrêmement intéressante, unique, différente, créative, un génie. Son existence même était une force. Et cette force me manque. La vie ne lui a pas fait de cadeau. Malgré tout, il a tenu bon. Il ne s'avouait pas facilement vaincu. Il est encore là quelque part. Il nous maudit peut-être en ce moment même. Mais en tout cas, il est là. Potato.